Les sociétés secrètes ont émergé pour deux raisons principales: elles secrétaient des choses interdites par la collectivité et devaient donc rester secrètes pour continuer à les pratiquer. Ces sociétés étaient instaurées par une énergie intelligente qui visait à permettre l'évolution d'une élite. Ces cadres d'évolution parallèles au cadre de la société étaient nécessaires pour permettre à cette élite de progresser plus rapidement. Les sociétés authentiques étaient fondées sur l'évolution de cette élite et étaient créées par la même énergie intelligente. Il était important que ces cadres d'évolution subsistent aussi longtemps qu'ils étaient utiles et permettent l'avancement des élites. Sur le plan planétaire, l'élite de référence était la race blanche sur le continent nord-américain, en se basant sur le système neurologique plutôt que sur la couleur de peau. La survie de ces cadres d'évolution parallèles dépendait de leur compréhension des lois régissant les cadres établis par d'autres énergies. Briser ces cadres n'était pas le travail de la collectivité élite, mais celui de certains instructeurs. La recherche de briser des formes peut devenir un snobisme, il est donc plus important de comprendre les êtres qui évoluent dans ces cadres. L'auteur affirme que les sociétés secrètes doivent rester confidentielles pour éviter d'être détruites par la société normale et pour éviter de causer des dommages aux individus qui évoluent dans cette société. Ainsi, certaines connaissances doivent rester secrètes afin de ne pas susciter la peur et l'attaque de l'extérieur. L'auteur soutient que les sociétés secrètes authentiques doivent rester dans l'ombre pour préserver leur essence et leur fonctionnement. Il met en garde contre la création d'un fossé entre l'élite et la normalité, car cela peut conduire à des limitations ou à la destruction de l'élite. En conclusion, l'auteur souligne l'importance d'agir de manière consciente au sein de la collectivité, en évitant de créer des divisions. Le texte aborde le sujet de vivre mieux dans une société qui reste la même. Il mentionne que notre moi mental, qui est une manifestation de notre identification à l'astral, peut être en colère et destructeur, ce qui pose un problème d'identification. L'auteur propose que si l'homme veut évoluer plus rapidement que la société normale, il doit se soumettre à un cadre existant qui soit intelligent pour lui. Il souligne qu'il ne faut pas donner ses connaissances à ceux qui ne peuvent les comprendre, car ils risqueraient de les déformer et de vous détruire. L'auteur affirme que la collaboration entre le mental et l'astral, ainsi que l'ajusteur psychologique, est essentielle pour être dans son énergie et vivre en harmonie. Il mentionne également la nécessité de changer les fondements traditionnels de nos sociétés pour permettre aux personnes qui évoluent d'être purifiées et de créer une nouvelle classe sociale ou spirituelle. Finalement, il souligne que lorsque l'homme mental constate qu'il est supérieur en vibration, il doit rechercher un cadre énergétique qui lui convient mieux pour ne pas dilapider ses énergies et redevenir normal. L'homme normal, lors de son évolution, doit se relier à d'autres individus conscients afin de créer un cadre d'évolution adapté. L'absence de coordination entre les énergies intelligentes peut entraîner une agrégation et une désagrégation constante, empêchant la formation d'un noyau stable. Lorsque deux énergies intelligentes se rencontrent, elles peuvent se colorer et s'éteindre mutuellement, détruisant ainsi leur authenticité. L'énergie intelligente veille à ce que les énergies humaines intelligentes ne puissent pas collaborer tant qu'elles ne sont pas capables de se rencontrer sans se colorer mutuellement. Certains individus ne se relient à aucune organisation intelligente et restent seuls jusqu'à ce que leur formation corporelle supplémentaire soit complétée. Cependant, l'élite collective au Québec est plus vaste que la présente collectivité. L'élite se doit de se relier pour maintenir un schéma vibratoire et se dynamiser mutuellement. Elle partage également ses karmas d'évolution pour équilibrer les charges mentales et psychologiques causées par la conscientisation. La parole et la présence physique sont des contacts importants pour équilibrer le poids karmique de la conscientisation. Plus les individus se rencontrent, moins ils souffrent mentalement et moins ils rencontrent de problèmes. Selon le texte, les individus qui se conscientisent doivent passer par une phase d'initiation solitaire et douloureuse. Ils sont conscients des manipulations et énergies manipulatrices, mais leur vision n'est pas claire et ils ne peuvent pas tout voir. Cette souffrance enregistrée devient un karma qui peut être absorbé par une élite collective, mais qui peut détruire un individu solitaire. Par conséquent, les élites se réunissent pour partager leur karma afin de ne pas le transmettre à l'humanité en évolution. L'être conscientisé ne doit pas créer de fossé, même s'il souhaite former une société secrète ou une élite. Une société secrète doit rester secrète et être régulée par l'intelligence plutôt que par l'astral ou la psychologie. Il ne devrait pas y avoir de fossé entre l'élite et l'élite, car cela est absurde. La société secrète est réservée à l'élite qui se conscientise et qui peut équilibrer ses déséquilibres harmoniques, partager son fardeau karmique et éviter les problèmes mentaux.
Doit être réservé aux personnes intelligentes capables de garder les secrets de la société pour des raisons écologiques et de conséquences. Les sociétés actuelles ne sont plus secrètes, mais elles contiennent une société secrète interne qui travaille à purifier la société. Ces purifications peuvent sembler destructrices, mais elles sont en réalité une transmutation. La société secrète qui se transforme ne conserve ni le même nom, ni les mêmes symboles, ni les mêmes traditions. Lors d'une transformation, ceux qui ne correspondent plus à la nouvelle société sont éliminés ou soumis à de nouveaux principes. Pour se débarrasser de ces individus, il faut éliminer tout ce qui les retient, notamment les habitudes néfastes régies par la psychologie et les traditions collectives. Une société secrète doit avoir un cadre régi par l'intelligence pour gérer la psychologie de ses adeptes. Dans l'ère à venir, une nouvelle société d'élite émergera, régie par le mental et basée sur l'énergie de l'amour et l'attraction mutuelle entre les membres. Se réunir pour discuter et se côtoyer est le début de la création d'une société parallèle qui aura comme fondement l'énergie mentale. Cette future société ne tolérera que ceux capables de s'exprimer par le mental, mais il y a deux types de mental, l'authentique et le coloré mémoriel. Cette société doit rester secrète pour protéger ceux qui ne sont pas prêts à rejoindre la conscience. Elle doit suivre un cheminement ardu pour que seuls les individus adéquats puissent y pénétrer. Au Québec, des noyaux de confiance existent pour filtrer les candidats et n'accepter que ceux qui ont la capacité de se conscientiser. Cependant, cette nouvelle forme de société est encore potentielle et doit attendre la disparition ou la perte de certains dirigeants des ordres rosicruciens et francs-maçonniques avant de devenir existentielle. Deuxièmement, il y a trop de personnes qui se croient conscientisées, mais il n'y a pas de filtre adéquat pour les guider. L'énergie mentale est en train de créer des mécanismes pour permettre à l'énergie consciente d'avoir directement accès au noyau sans passer par le filtre de la masse. Les filtres peuvent être des conférences, des cours, des initiations, des voyages, etc. Mais si quelqu'un veut entrer directement en contact avec les dirigeants de sociétés traditionnelles comme l'ordre rosicrucien ou l'ordre franc-maçonnique, cela est impossible. Ceux-ci ont prévu des chemins d'accès progressifs qui nécessitent du temps. Cependant, un nouveau noyau est en train de se former avec des individus capables de comprendre l'importance d'une société secrète, même s'ils n'en ont pas encore une compréhension immédiate. Cette société secrète permettrait aux personnes conscientisées de se connecter plus facilement et d'accélérer leur progression dans la connaissance des mystères. Il est vital que ces personnes puissent se toucher, se communiquer et se relier pour créer une dynamique mentale qui favorisera leur progression. Les instructeurs jouent un rôle clé dans la création de ces collectivités et il ne faut pas créer de fossé entre l'élite et les initiés. La division entre l'élite et la normalité est néfaste car elle crée des barrières et ferme des portes. Il ne faut pas créer de fossé entre l'élite et la masse car cela mène à la destruction de toute organisation. Les rencontres doivent être utiles sur le plan du karma mental et de l'harmonie énergétique, mais non pas pour renforcer un ego de groupe. L'esprit de groupe peut devenir l'anti-instructeur et conduire à la perte de contact avec l'individualité. Il ne faut pas créer de fossé entre ceux qui se conscientisent, peu importe leur différence d'expression ou d'instructeur. L'homme conscientisé doit se relier à ceux qui se conscientisent sans jugement, en se concentrant sur l'énergie de la conscientisation. Les hommes régis par le mental doivent se relier pour lutter contre la mentalisation. L'auteur souligne la différence entre l'énergie mentale et l'énergie psychologique. Il explique que l'expression de l'énergie mentale est régie par le mental, tandis que l'expression de l'énergie psychologique est similaire mais n'a rien à voir avec l'énergie mentale. Il critique le fait que les individus se lient souvent en fonction de l'expression de l'énergie conscientisante plutôt que de la conscientisation mentale. Il affirme que les personnes en phase de conscientisation mentale, en quête de transformation et de remise en question, doivent faire partie d'une société régie par l'énergie intelligente et supramentale plutôt que par l'énergie mentale. Il encourage la création d'un tel cadre, mais précise que cela ne dépend pas de lui, mais de la collaboration de nombreux individus. Il insiste sur le fait que l'énergie mentale ne se relie pas seulement par l'intelligence de la parole, mais par le doute intelligent sur ce qui est certain. Finalement, il critique ceux qui rejettent ceux qui sont dans une phase de mentalisation similaire à la leur et souligne l'importance de comprendre et de se relier à ces personnes. Dans ce texte, l'auteur remet en question l'importance de la spiritualité et met en avant l'idée que ce qui est mauvais ce n'est pas le gaz propane en soi, mais plutôt l'état dans lequel il est utilisé. Il souligne l'importance de l'énergie mentale et de son impact sur la santé mentale des individus. Il aborde également l'idée de sociétés anciennes,
telles que les loges maçonniques. Et les fraternités rosicruciennes, qui permettent de résoudre collectivement les problèmes des groupes, sans entrer en conflit les uns avec les autres. Ils prônent la compréhension mutuelle et la collaboration entre différentes formes de conscience, sans les exclure les unes les autres.